cadre de cette journée internationale de l'Afrique. Nous sommes à la fois au Canada, à la fois en Éthiopie et également au Niger. Nous sommes donc ravis de passer comme ça dans tous les pays de l'Afrique. Dame Marifal, c'est quand même une belle journée, ça. Hein? Ah oui, radieuse. Non, c'est une très belle journée, une journée radieuse d'avoir pu joindre comme ça des frères qui viennent nous soutenir parce que chacun a quand même son emploi du temps et de pouvoir les prendre comme ça au pied levé et qu'ils veuillent bien contribuer à cette journée, à sa richesse, parce Oui, que cela montre toute la richesse de cette journée. participer avec nous. En fait, ils ne contribuent pas, ils participent et c'est ça qui est beau avec Africa Mondo, avec le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, avec également le RIFA, donc le Réseau international des aînés francophones. Ben, on est heureux. Ben, on espère que M. Ali va pouvoir nous rejoindre tout à l'heure. M. Souleyman, en Éthiopie, comment ça se passe ce confinement? On s'adapte, ce n'était pas évident, c'est vrai, mais là, ça se prolonge. Les premières semaines étaient plus une période d'ajustement, mais je pense que bon, on s'y fait, on a pris nos marques, on s'adapte au télétravail. Et puis bon, voilà, le pire est passé, on l'espère. Enfin, le pire n'est même pas arrivé, donc c'est plus ou moins contrôlé avec beaucoup de chance en Afrique. Donc, c'est aussi un motif de satisfaction en soi, mais je pense que les efforts doivent être maintenus et poursuivis et pour qu'on voit la fin Oui, de cette épidémie oui. bientôt, comme on le souhaite Et, tous. et puis l'Afrique a déjà vu tellement d'épidémies, tellement de choses. L'Afrique est là, l'Afrique est debout. Cette Ouais. hécatombe attendue n'arrivera pas parce que l'Afrique est forte et l'Afrique sait se relever de toute façon. Monsieur Souleymane Abdallah, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît? Vous avez une fonction Oui, des plus importantes. Oui, je suis Suleiman Abdallah, je suis administrateur économiste donc à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies qui est basée à Addis Ababa en Éthiopie et qui appuie principalement donc la Commission de l'Union africaine et aussi les États membres, les pays africains dans le domaine des politiques de développement au sens large. Plus particulièrement, moi, je suis engagé sur les questions de politique commerciale, donc tout ce qui est appui dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, cette journée, Monsieur Souleymane, comment vous célébrez effectivement cette journée-là? Quelle importance vous lui donnez 57 ans après? Comment elle se manifeste en fait, cette journée, dans la vie de chaque Africain qui, somme toute, on s'en rend compte avec des Marifal durant toute cette journée que même les personnalités qui sont empreintes ne sont pas toujours au courant de cette journée. Pourtant, elle est importante. Hein? Bien sûr qu'elle est importante parce que c'est quand même l'acte fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et qui est maintenant passé à une union. C'est vraiment dans une atmosphère festive que cette journée est marquée, comme chaque année à Addis Ababa. Bon, là, circonstances exceptionnelles obligent, c'est dans le confinement qu'elle est fêtée. Mais il faut rappeler et le dire clairement, c'est une journée qui permet à tous les pays africains donc de démontrer la richesse culturelle du continent, de leur pays. C'est une ambiance festive, c'est un festival riche en couleurs qui se déroule habituellement pour commémorer cette journée et de façon symbolique même au siège de la Commission de l'Union africaine. Et comme je l'ai dit, cette année, c'est des circonstances exceptionnelles, mais de tout cœur, on garde quand même l'espoir. On sait que c'est l'Afrique qui est célébrée, c'est la culture africaine. C'est aussi cela a donné un sens à cette journée et avoir un regard serein sur l'avenir de notre continent. Merci beaucoup. On va revenir et je suppose que Dey Marifal va s'entretenir avec vous tout à l'heure. Monsieur Bourama Ali, qui va remettre son micro et baisser légèrement l'écran de son ordinateur. Donc, voilà, c'est parfait. Vous êtes donc le secrétaire général de la Conféges et on est ravis de vous avoir avec nous et puis tous les contacts que vous nous avez permis d'avoir. C'est formidable. On vous salue. Comment ça va chez vous? Ça va bien ici à Dakar.
Nous ne sommes pas confinés, mais un peu en couvre-feu. Monsieur Bourama, vous êtes le secrétaire général de la Conféges. Vous allez rappeler l'émission évidemment de la Conféges, mais cette journée mondiale de l'Afrique, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Bon, je crois savoir que vous n'étiez pas tout à fait au fait de cette journée, mais depuis, vous manifestez un regain d'intérêt, on est heureux de ça. Donc, ça, c'est super. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ces 50 dernières années, qu'est-ce que ça vous évoque pour le continent africain? Oui, je confirme que vraiment, c'est une journée que j'ignorais. Et apprendre qu'une telle journée existe me permet de dire, ah, voilà, une reconnaissance qui devait être magnifiée et démontrée. Il ne faut pas que ce soit une simple journée pour journée, pour être commémorée et fêtée. Mais pour moi, l'existence d'une telle journée doit nous amener à nous mobiliser et à démontrer à l'occasion de chaque 25 mai, au niveau de tous les Africains, au niveau de toute l'Afrique, l'Afrique dans sa diversité, l'Afrique dans son originalité, l'Afrique dans ses manières de faire, l'Afrique dans son potentiel, démontrer que à travers cette journée, nous devons compter, nous pouvons compter et que nous avons beaucoup de choses à apporter au monde en termes de pratique. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout en regrettant d'être informé très en retard de cette journée. Je suis satisfait d'apprendre qu'une telle journée existe et que désormais, je pense que je mets ça dans mon agenda et que chaque année, nous, on s'habitue vite. Chaque année, je m'attendrai à ce que je sois impliqué et que je participe à la commémoration de cette journée et je ne cesserai d'en parler autour de moi. Je le sais, cher Ali, parce que par ton biais, nous avons pu contacter un certain nombre de personnes et de personnalités. Et puis, comme tu dis, vous vous occupez de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de plus agile, de plus flexible et de plus inspirant que la jeunesse? Donc, nous comptons sur vous pour que les prochaines années puissent être utilisées pour une meilleure appropriation de cette journée par nos populations à travers le continent africain. Monsieur effectivement, je ne manquerai pas, parce que si je dis que ça m'intéresse, c'est moi, en tant que personne, en tant qu'Africain, mais je crois que par rapport à mon domaine d'intervention, effectivement, les deux piliers de mon organisation, c'est les questions de jeunesse et de sport. C'est des domaines pour lesquels je pense que nous pouvons démontrer l'apport, la contribution et pouvoir utiliser le potentiel de ces jeunes, tant dans leur sensibilisation pour qu'ils s'impliquent dans la commémoration d'une telle journée en étant fiers d'être africains, mais volet sportif aussi, nous pouvons aussi démontrer tout l'apport que l'Afrique peut apporter en termes de valeur et en termes de potentialité. Merci beaucoup, Madame Dey Marifal. Marie, on va accueillir dans ce direct avec nous Claire-Renée Mandy, qui est donc une journaliste de BBC Londres et qui est très impliquée aussi pour les actions envers les femmes donc sur le continent africain. Je pense que Claire-Renée est en train de s'ajouter à notre discussion et nous sommes ravis comme ça de l'accueillir, de vous accueillir tous. Bienvenue Claire-Renée, vous nous rejoignez. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Ndé et Marifal, Monsieur Souleymane. Enchanté. Alors Marie, elle, c'est notre fil rouge et elle est donc au Canada. Souleymane Abdallah, il est en Éthiopie actuellement. Bourama Ali, le secrétaire général de la Conféges, est à Dakar. Monsieur Souleymane Abdali, une petite présentation rapide pour Claire-Renée qui vient de s'inviter à notre discussion. Claire-Renée, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu parce qu'on a un faux jour? Oui, on voit. Ben c'est ça, c'est le direct. Je vois que Claire-Renée parle Wolof.
Je suis née à Saint-Louis. Ah, vous êtes né à Saint-Louis. OK. Ouais. Voilà. Bon, alors, Monsieur Souleymane Abdallah, Oui. le temps que Claire René arrange ses rideaux bien comme il faut pour nous cacher ce faux jour. Monsieur Souleymane Abdallah, donc vous disiez que cette journée, effectivement, a un sens particulier. Si on évoque ces dernières décennies, quels sont les grands événements qui vous marquent sur le continent? Oui, serait bon d'avoir une perspective historique. Donc, depuis 1963, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et il y a eu des avancées remarquables quand même sur notre continent qu'il conviendrait de saluer. Les premières années, j'allais dire les premières décennies, ont été consacrées par les pères fondateurs plus à la libération politique du continent, parce qu'il vous souviendra que de nombreux pays en 1963 n'étaient pas encore indépendants en Afrique. Et dans certains pays, tels que l'Afrique du Sud, c'était aussi le régime de l'apartheid. Donc, l'essentiel des efforts et des énergies était canalisé en direction de la libération politique du continent. Et il a fallu attendre jusqu'à l'orée des années 80 pour se rendre compte que cet objectif-là a été pratiquement atteint et qu'il fallait passer à une autre phase en termes d'intégration du continent, notamment mettre l'accent sur le volet économique, la question d'intégration régionale. Et donc, à partir du plan d'action de Lagos de 1980, l'Afrique s'est déjà dotée d'un cadre précis concernant son processus d'intégration économique. Et il y a eu des avancées remarquables, notamment donc la constitution des communautés économiques régionales. C'est le cas en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, c'est le cas en Afrique australe de la SADC, en Afrique centrale de la CEAC, en Afrique de l'Est, bien sûr, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, et même l'Union du Maghreb arabe pour la partie nord du continent. Donc, le processus intégrateur a connu des avancées très, très remarquables, notamment le passage aussi de l'Organisation de l'Unité africaine à celle de l'Union, qui s'est dotée d'une commission qui assure le rôle et les fonctions d'un secrétariat à Addis Ababa, a permis quand même de doter l'Afrique d'un agenda complet pour son développement. C'est le cas de l'agenda 2063 que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté donc en 2013. Pourquoi 2013? Parce que c'était le cinquantenaire à peu près de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et les chefs d'État ont décidé à partir de cette date de s'assurer qu'à l'horizon, les 50 prochaines années, donc à l'horizon 2063, l'Afrique serait un continent riche, serait un continent prospère qui vit en paix avec lui-même et qui constituera une force globale sur la scène internationale. Alors, et je pense que une vision... vous, M. Souleymane, à ceux qui disent que ce sont que des incantations? Il est important quand même de se donner une vision claire, parce que c'est ça qui permet de conduire le processus de développement. C'est vrai, le processus peut paraître extrêmement long et ardu, mais il n'y a pas qu'en Afrique que les choses patinent ou piétinent un peu, j'allais dire. Il y a ces processus, quand vous mettez ensemble plus d'une cinquantaine de pays, comme c'est le cas en Afrique, ensemble et les mettre d'accord sur certaines questions, je vous assure que ce n'est pas une tâche aisée et c'est des processus qui prennent du temps. Parce qu'il faut harmoniser des politiques sectorielles, il faut harmoniser des politiques structurelles et les pays ont des traditions différentes, il faut harmoniser des textes juridiques. Donc, c'est autant de défis qui font que le rythme de progression peut être perçu par certains comme assez lent et même peut-être un peu démotivant. Mais l'essentiel, c'est de garder le cap et de s'assurer que les progrès sont faits. Et nous qui travaillons de près avec la Commission de l'Union africaine, on se rend compte qu'il y a des avancées qui se font. C'est le cas d'ailleurs avec l'agenda actuel qui est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est la première fois dans les annales de l'Union africaine où un texte comme celui-là a pu être rassemblé, le nombre de ratifications requises pour qu'il puisse entrer techniquement en vigueur en un temps record de moins d'un an. Il vous souviendra que le sommet de Niamey de 2019 a permis
de lancer officiellement donc la zone de libre-échange continentale africaine. Cela permettra d'intégrer beaucoup plus les économies africaines. Cela permettra une libre circulation donc des marchandises sur le continent et cela est de nature à renforcer le potentiel industriel de l'Afrique. Voilà, donc ça veut dire que tout se fait. C'est des petits pas comme ça qui vont permettre, je pense, de renforcer le socle de développement sur le continent. Absolument. Merci beaucoup. Claire Renée, bon, merci d'être revenue avec nous dans de meilleures conditions pour que nous puissions mieux vous voir et mieux échanger avec vous. Claire Renée, je vous laisse vous présenter avant que vous puissiez intervenir et éventuellement poser des questions aussi et partager avec nous ce bon moment que nous passons ensemble dans le cadre de cette journée mondiale de l'Afrique. Je vous laisse vous présenter. Bien, disons que je suis d'abord africaine, je suis sénégalaise et je vis à Londres où je travaille en tant que journaliste à la BBC. Je présente notamment le journal parfois et aussi je travaille pour une émission business qui s'appelle Cacheko et je suis la fondatrice d'une plateforme consacrée aux femmes noires, aux femmes afrodescendantes d'une manière générale qui s'appelle Femmes au pluriel et qui existe depuis avril 2014. Félicitations pour ce beau parcours, mettre les femmes en avant, bien évidemment, et puis revendiquer cette africanité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la journée mondiale de l'Afrique? Écoutez, c'est une très très bonne chose, notamment que vous ayez cette initiative, parce que en fait, c'est rigolo quand on parle autour de nous. Il y a très peu de gens qui connaissent cette date, qui savent que cette date existe. Voilà, tout à l'heure, quand une amie me parlait de vous, elle me disait 25 mai, je disais, bah oui, journée internationale de l'Afrique. Elle me disait, ah bon, tu es au courant? Je dis, bah oui, un peu, c'est une journée qui doit nous marquer, qui doit être importante, qui permet de remettre un peu sur le devant de la scène les préoccupations que nous avons. Moi, évidemment, en tant que femme, ce qui m'intéresse, c'est qu'on réfléchisse à tous ces avancements qui donnent espoir et qui montrent que c'est possible, mais aussi qu'on réfléchisse à tous les points d'ancrage sur lesquels il faut encore travailler. Je pense notamment à la violence faite aux femmes. Récemment, on a interviewé Mariam Touré, qui est une avocate qui vit à Paris et qui faisait remarquer que même en Afrique, donc partout dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences conjugales, violences ordinaires. Donc, je pense que cette journée, c'est l'occasion de montrer différents points de succès et aussi des points sur lesquels on doit avancer, la lutte contre la pauvreté, l'éducation qui est primordiale. Et dans tous ces points-là, même dans les objectifs 2030 de développement, la femme est vraiment un point d'ancrage, un point important. Aucun développement ne peut se faire en matière d'éducation, en matière de richesse d'un peuple, d'économie, de paix dans le monde sans les femmes. Absolument, merci beaucoup pour cette belle introduction, Claire Renée. Bouhara Ali, en tant que secrétaire général de la Confégès, vous n'êtes pas insensible à ce que dit Claire Renée. Comment, au niveau de la jeunesse, vous insistez et vous adaptez des programmes spécifiques pour les jeunes femmes? Vraiment, nous, quand on parle de jeunesse, c'est jeunesse avec le genre filles et garçons, en ce sens que nous essayons de montrer qu'au niveau des jeunes, quand on parle de l'Afrique, souvent on stigmatise avec d'abord la question de la population, la démographie, comme si c'est aussi une question de... Comme si c'était une tare. Une tare et une sorte de... Comme ils ont commencé, même avec cette crise de Covid-19, là, les gens pensent que l'Afrique, voilà, c'est grave, alors que nous pouvons transformer ce qui semble pour les autres être un grand défi, un danger, un malheur. Nous pouvons le transformer à travers certaines attitudes, des comportements et des convictions liées aux valeurs culturelles, liées à l'éducation, liées à cette capacité de résister à certains aléas pour quand même démontrer à la face du monde qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont au-delà des questions d'argent,
au-delà des questions monétaires, même si la monnaie peut être un moyen de régler beaucoup de problèmes, Oui. même si l'argent est utile, mais nous pensons que certaines valeurs que les jeunes doivent... Oui, mais par contre, ma question spécifique, en fait, c'est à la suite de ce que Claire René a dit, spécifiquement, vous, par rapport aux jeunes, quels sont les programmes spécifiques que vous mettez en place pour les jeunes femmes africaines? Les jeunes femmes africaines, il y a d'abord toute cette préparation à travailler ensemble. Parce que comme je dis, nous, quand on parle de jeunes, c'est jeunes filles et jeunes garçons. Et tout ce qui est problématique pour la femme, comme on l'apprend dans la famille, autour de nos mamans, autour des sœurs, nous préparons les jeunes filles d'abord à assumer et à pouvoir développer un certain nombre de leadership pour pouvoir l'exprimer d'abord avec les garçons en vivant, en étant capable de défendre leurs idées et d'accompagner aussi avec des arguments fiables partout où cela se passe, de pouvoir dans les cercles aussi bien familial que dans les mouvements sociaux, les associations, nous développons un certain nombre de programmes de leadership, de lutte, comme elle a parlé contre la violence. Nous avons tout un programme de culture du civisme, de la citoyenneté, de la non-violence et de la culture de la paix, surtout des programmes pour le vivre ensemble dans la diversité, le vivre ensemble dans le partage, le vivre ensemble dans la différence, que ce soit au niveau des sexes, être handicapé ou non. C'est cette capacité de pouvoir dire nous sommes différents, mais nous pouvons être ensemble. Nous essayons aussi de développer leur capacité économique parce qu'on s'est rendu compte que ne pas travailler, ne pas avoir des ressources financières, souvent c'est un handicap. Pour se faire respecter et être trop dépendant aussi vous dévalorise. Donc nous essayons de les accompagner pour dire que vous êtes capables de développer des entreprises, vous êtes capable de faire de l'entrepreneuriat, vous êtes capable de créer des richesses. Surtout qu'en Afrique, les femmes dans le monde, c'est elles qui entreprennent le plus. Les dernières études le prouvent. Justement, M. Souleymane Abdallah, dans la commission dans laquelle effectivement vous êtes, comment vous agissez sur les politiques dans le sens où il faut davantage permettre aux femmes d'accéder à des crédits, d'accéder effectivement aux prêts bancaires, d'accéder à tout ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent… Parce que créer une entreprise, c'est bien, mais enfin, si elle meurt un an plus tard, ça ne vaut pas le coup non plus. Parce qu'il faut se structurer. Ce n'est pas le tout de créer une entreprise. On crée des entreprises. En Afrique, toutes les études ne disent pas tout, mais on crée des entreprises parce qu'il faut qu'on crée son job, parce qu'on a besoin effectivement d'être indépendant. On peut tous créer une entreprise. Ça se fait. Donc, il y a une vivacité sur le continent qui est extrême et les femmes ont pris ça à bras le corps. Donc, elles s'investissent, elles font énormément de choses. Mais quand on va dans la réalité des chiffres, on ne leur prête pas les sous qu'il faut. Et donc, il faut toujours, en plus, dans certains pays, que ce soit le mari, un oncle ou un grand-papa qui viennent pour valider le fait qu'il faille prêter effectivement des sous à cette femme qui entreprend. Donc, il y a des réalités spécifiques. Les études sont bien jolies. Hein, c'est bien beau, tous ces chiffres-là qu'on nous fait, où on a partagé ça tous sur les réseaux, où ce sont les femmes africaines qui entreprennent le plus. Combien, un an après, dure? Oui, je pense que vous avez touché du doigt le problème. Le tout n'est pas de créer les entreprises, mais il y a la nécessité donc de mettre en place des structures d'accompagnement. Et d'ailleurs, les pays qui s'en sortent le plus, il n'y a pas de miracle de ce point de vue. C'est ces pays-là qui auront fait l'effort de comprendre la nécessité donc de mettre en place des institutions d'accompagnement des entreprises et particulièrement des entreprises créées par les femmes. Ça reste encore un cliché, mais de plus en plus, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits sur le continent pour se dire que ce n'est plus acceptable de continuer à marginaliser les femmes, y compris dans la sphère économique. Parce que pendant longtemps, vous savez, il y avait des justifications liées à la dimension sociale où l'accès, par exemple, à la scolarisation est plus en faveur des garçons qu'en faveur des filles. Mais des efforts ont été fait pour combler ces gaps. Et on se rend compte aujourd'hui que là où il y a le plus de gaps, c'est surtout dans la sphère économique et dans la sphère de prise de décision au plan politique. Donc, à part quelques cas d'école comme le Rwanda, où au Parlement, vous avez une majorité de femmes, pour l'essentiel, dans les sphères de prise de décision, il y a un gap énorme à combler pour les femmes. C'est le cas aussi
dans le domaine économique. La capacité entrepreneuriale des femmes sur le continent n'est plus à démontrer, mais ce qui leur handicape le plus, c'est justement cet encadrement-là, cet accompagnement, l'accès au crédit est extrêmement difficile et inéquitable. Donc, il y a lieu d'agir sur ces paramètres-là. Parce que quand vous discutez avec les banquiers, ils vous font savoir que bon, les garanties n'y sont pas et qu'il est extrêmement difficile d'accorder des crédits à part égale aux femmes ou aux hommes. Parce que l'accès aux garanties, les systèmes d'héritage, il y a beaucoup de lois encore qui sont, je veux dire, héritées d'une certaine époque. Et des schémas de pensée aussi. Oui, absolument. Et qui continuent d'handicaper justement l'accès des femmes au crédit et leur promotion même dans les entreprises existantes. Parce qu'il y a des systèmes de pensée, des coutumes, des us qui sont en train de changer, mais très timidement. Il faut le dire, parce que ça, c'est des domaines sur lesquels on peut accélérer. Et quand on accélère, en fait, ça produit des résultats. C'est des gains faciles, c'est des gains économiques énormes qui sont là, qui sont accessibles, en fait, à nos États, pour peu qu'ils fassent l'effort donc de changer ces lois, de changer cette mentalité qui confine la femme à certaines tâches domestiques ou ménagères. Et les pays qui sont en train de le faire, en fait, sont en train de capitaliser et d'engranger les bénéfices sur le plan économique, parce qu'il y a une meilleure croissance économique dans ces pays, il y a des meilleurs dividendes dans tous les secteurs de développement économique qu'on peut citer, que ce soit dans les secteurs tels que le tourisme et même dans les secteurs plus hard comme ceux de la finance. Donc, où des efforts sont faits, les résultats sont là. C'est pour ça que je dis qu'il faut reconnaître quand même la capacité entrepreneuriale des femmes africaines. Absolument, elle est plus à démontrer. Elle est à saluer, elle est phénoménale. Il faut rappeler, Claire René, et des Marie-Fall également, hein, il faut rappeler que l'Afrique est matriarcale, hein, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les idées, les pistes de solutions que vous avez, Claire René, à travers vos initiatives, à travers vos interviews, vos rencontres avec des gens d'horizons divers sur le continent, et notamment sur ces questions effectivement de leadership pour les femmes? Je pense que l'intervenant, M. Souleymane Abdallah, a dit précisément ce qui est important. C'est véritablement c'est bien d'avoir des idées, de créer des petites structures ou même des entreprises, etc. Mais il faut qu'on puisse accorder du crédit à ces idées et à ces femmes. Il faut qu'on puisse leur donner le moyen d'arriver à leur fin en leur donnant des crédits, en les soutenant. Il faut que des structures comme de la Banque mondiale, comme l'IFC, accordent plus d'importance à des entreprises dirigées par des femmes qu'à des hommes, puisque là, c'est majoritairement à des hommes que l'on soutient. Donc, ce sont vraiment ces initiatives-là de femmes, parce qu'elles existent, hein, des femmes qui vont véritablement demander des prêts dans des banques, etc. Et ça n'aboutit pas, alors que si c'est un homme, ça aboutit. Pareil, une femme qui travaille dans une entreprise, j'ai vu des chiffres récemment, même dans un pays développé comme la France, à diplôme égal, travail égal, on est payé 10% de moins. Donc, ce sont toutes ces inégalités-là qu'il faut commencer. Ça se fait dans les entreprises elles-mêmes, qu'on commence à payer les femmes qui font le même travail, qui ont le même diplôme, le même salaire. Ça commence aussi au niveau même des familles. Effectivement, Monsieur Bourama a parlé de l'éducation. Dans nos pays d'Afrique subsaharienne, si on a l'occasion d'emmener 2 enfants dans une famille à l'école, on va toujours privilégier les garçons, alors qu'on sait très bien que quand les jeunes filles ont l'occasion d'aller à l'école, en général, elles excellent en matière d'éducation, que ce soit en sciences ou en lettres. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux, dans les familles, dans les entreprises, dans les structures intergouvernementales, que l'on doit donner la chance aux femmes et aux jeunes filles. C'est vraiment à tous les niveaux de la société. Merci beaucoup, Claire René. Alors, une intervention, Marie, donc après avoir effectivement assisté et entendu tout cela, quel est votre mot là-dessus? C'est-à-dire que lorsque l'on prend sur le plan financier, puisque vous parliez de salaire égal, à travail égal et diplôme égal, mais comme vous le disiez, du point de vue aussi du financement des entreprises,
il est prouvé, et ça fait partie des rapports de la Banque mondiale, que les hommes reçoivent 7 fois plus d'aide que les femmes. Donc déjà, je pense que là, la BAD, l'Union africaine, pourrait peut-être faire en sorte que ce genre de discrimination, parce que c'est une discrimination, puisse changer. Pourquoi donne-t-on plus aux hommes? Et il est encore prouvé que les femmes remboursent mieux que les hommes. Mieux, et à temps. Rembourse mieux et à temps. Voilà. Donc, je considère qu'il y a tellement de choses que nos institutions continentales pourraient faire afin que les choses changent au niveau international. Parce que si le niveau international continue à faire perdurer ces différences et ces, entre guillemets, racismes, on s'en sortira jamais. Que ce soit les femmes sur le continent ou les femmes ailleurs dans le monde d'ailleurs. Bien, et puis rappelons que cette citation qui ne va pas tomber dans l'oreille de sourds, hein, aujourd'hui, hein, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, bien évidemment. Donc, on a parlé d'éducation, on a parlé d'économie, tout ça, ce sont des sujets actuels. Claire, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ces dernières décennies? Allez, sur ces 30 dernières années, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé sur le continent? Moi, en tant que femme, c'est vraiment parce que quand j'étais enfant, je ne pouvais pas imaginer qu'une femme pouvait être chef d'État. Donc, j'avoue que quand j'ai vu au Libéria Ellen Johnson Sirleaf devenir présidente de la République de son pays, ça m'avait beaucoup, ça m'avait suscité vraiment de l'émulation parce que je me disais que c'était possible. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans l'imaginaire d'une jeune fille, africaine ou ailleurs, c'est quand on vous dit que c'est possible, quand vous avez des exemples concrets, vous savez que c'est possible. Donc là, il n'y a plus de plafond de verre. Vous savez que vous pouvez être chef d'État, vous savez que vous pouvez être avocate, vous savez que vous pouvez être médecin, ou vous pouvez être femme de ménage ou juste une épouse si c'est ce dont vous avez envie. Mais le fait d'avoir vu à la tête d'un État africain une femme, ça a été vraiment pour moi un signal fort. Et après, ça a continué comme ça. Vraiment, c'est à chaque fois que j'ai vu des femmes qui étaient à un niveau très, très élevé que ça m'a vraiment donné de l'espoir. Parce que ça, c'est important, l'espoir. Après, il y a eu, c'est vrai, en 2018, plus récemment, en Éthiopie, même si la présidente a eu un poste honorifique, mais quand même, ce sont des symboles qui sont forts à l'endroit des jeunes femmes. Et puis enfin, puisque je suis une enfant de la francophonie, j'ai beaucoup aimé le fait qu'en janvier dernier, il y ait à la tête de l'OIF qu'il y ait une Rwandaise. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Merci beaucoup. Ben, ça va. Je suis sûre que Marie, elle est heureuse, comme tout, évidemment. Elle est ravie d'entendre ça. Alors, si je retiens une chose claire, c'est que il faut qu'il y ait des choix disponibles pour les jeunes femmes. Il ne faut pas que l'on limite leur horizon. Comme on dirait en anglais, the sky is the limit. Alors, je vais essayer de loom for the moon to land among the stars. Wow, beautiful, beautiful. Traduit en français, je vais prendre comme objectif la lune afin d'atterrir parmi les étoiles. Voilà, je pense que c'est ça qu'on devrait donner aux jeunes femmes et jeunes filles pour leur dire il n'y a pas de limite. Le ciel, c'est la limite. Et nous devons toujours vouloir aller sur la lune, même si après nous nous retrouvons parmi les étoiles. Exactement. Et ça, ce sont ces opportunités-là, c'est cette vision extraordinaire à ouvrir à nos jeunes qui pourrait nous sortir de cette division de l'Afrique, parce qu'en fait, l'Afrique n'y arrive pas à cause de ces divisions. Il faudrait qu'on puisse trouver les moyens de construire des ponts partout où, à l'heure actuelle, il y a un fossé. Et chacun de nous peut le faire à son niveau
on peut pas le faire individuellement, mais on peut le faire, on peut y arriver ensemble, même si individuellement, on pose des jalons. Et pour parler à M. Suleiman Abdallah. On a l'horizon 2063, donc ça fait déjà 7 ans que nous avons cet agenda, mais j'espère que ce ne sera pas aussi méconnu que la journée mondiale, parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas cet agenda. Et depuis 7 ans, qu'avons-nous fait? Quelles sont les choses concrètes qui ont été posées? Et je fais partie des gens qui considèrent que c'est incantatoire comme beaucoup de choses que nous faisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vision. Vous faites partie de ceux qui disent ça. Ben voyons. Pardon? Vous faites partie de ceux qui disent que c'est incantatoire tout cela. Vous voyez, M. Suleiman? Mais moi, je le dis. Je le dis parce qu'effectivement, depuis 7 ans que cet agenda existe, en tous les cas, à mon niveau, c'est peut-être de ma faute si je ne suis pas informée, si je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne vois pas des choses tangibles qui sortent de cet agenda de 2063, de l'horizon 2063. Et même quand je parle, pendant que je parlais de la journée de l'Afrique, j'ai posé des questions par rapport à cet agenda 2063. Il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'il faut attendre 50 ans pour que les gens se rendent, on est au bout de 2063 et on n'a pas entendu vraiment parler de l'agenda 2063. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, en plus de la vision, il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place pour que 2063 devienne une réalité? Oui. Oui, c'est... Je pense que je vais y contribuer par rapport à ces questionnements qui viennent vraiment des Africains très convaincus de la démarche. Et ils ont raison d'être très exigeants, bien entendu. Parce qu'il faut le reconnaître, un décalage entre les intentions très fortes qui sont souvent déclamées au niveau politique et notre capacité au plan africain à mettre en œuvre des processus, à mettre en œuvre les réformes pour produire les résultats que l'on veut. Et ça, c'est un défi qui s'applique à tout le monde, qui s'applique aux citoyens, qui s'applique aux pays, qui s'applique aux institutions africaines. Et je pense que les lignes sont en train de bouger. On se rend compte qu'au niveau de l'Union africaine, jusqu'à récemment, le financement pour les programmes, il était essentiellement réalisé à plus de 90% par les bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne. Donc, il a fallu la réforme Kagame qui est intervenue l'année passée pour remettre sur la table la question du financement de l'Union africaine et de ses mécanismes. Donc, tant que nous n'accepterons pas nous-mêmes de mettre la main à la poche pour financer des actions qui sont d'un intérêt majeur pour notre continent, je pense que ça va toujours ralentir l'exécution sur le terrain. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'Africains s'impatientent, ne comprennent pas. Mais il est rassurant de constater quand même qu'il y a des choses très concrètes qui sont en train de se passer. Et l'une des choses les plus récentes, c'est la mise en place, par exemple, d'un secrétariat pour cette zone de libre-échange continentale africaine à Accra. Le secrétaire général de l'institution a été juste nommé en mars dernier. Et c'est le mécanisme par lequel les Africains vont pouvoir commercer librement entre eux. C'est quelque chose qui va être opérationnel en juillet, mais les circonstances présentes ont conduit à ce que ce soit repoussé jusqu'en début d'année prochaine. Et en début d'année prochaine, ce n'est pas bien loin. C'est quand même quelque chose qui apparaissait comme un vœu pieux il y a 30 ou 40 ans de cela. Mais ça n'en demeure pas moins que ça constitue une avancée remarquable. Dans d'autres domaines aussi, nous avons par exemple l'agence du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est en train de se muer à une agence d'exécution, une agence de développement actuellement de l'Union africaine et qui a toute une panoplie de projets intégrateurs, de projets structurants sur lesquels ils sont en train de travailler avec les États et qui vont voir le jour.
je l'espère, dans des délais assez brefs. Mais, comme je le dis encore une fois, le problème au niveau de nos institutions continentales, c'est ce décalage-là qu'il y a entre la volonté politique qui est exprimée par le haut et les capacités d'exécution, souvent avec des moyens très faibles, des moyens limités, et qui ne permettent pas d'investir même dans la communication. Comme vous l'avez si bien mentionné, la journée de l'Afrique reste méconnue, et même la vision 2063 de l'Union africaine, elle est connue dans des cercles d'intellectuels, et c'est quelque chose qui doit être démocratisé pour que chaque Africain, chaque citoyen de ce continent puisse comprendre. Exactement. Et c'est ce que nous faisons justement dans le cadre de cette journée. Vous êtes donc en direct avec nous pour célébrer, vivre cette journée mondiale de l'Afrique, appelée autrefois Africa Day ou African Liberation Day. Monsieur Bourama Ali, en matière d'impatience, je suppose que vous avez fort à faire avec cette jeunesse africaine qui a... Mais là, c'est les conditions du direct. On a une petite Africaine à la maison qui est dynamique et tout, et c'est elle que vous entendez en bruit de fond. Monsieur Bourama Ali, justement, cette jeunesse africaine qui est dans l'attente, l'Afrique, et je n'arrête pas de le dire, bien sûr, moyenne d'âge la vingtaine pour bien des pays. Comment vous rassurez cette jeunesse-là, que ce soit pour les jeunes femmes, que ce soit pour les jeunes hommes? Comment vous rassurez cette jeunesse? Il faut rebrancher. Oui, voilà, il faut remettre. Pour rassurer les jeunes, moi je crois que c'est les jeunes aussi qui, en tout cas, nous sommes plus que jamais avec une génération de jeunes qui nous témoignent d'un certain nombre de qualités, notamment d'abord en termes de connaissances, de culture, en termes d'ouverture, mais de plus en plus aussi en termes de responsabilité et d'engagement. Nous avons vécu ces dernières années un certain nombre de mouvements sociaux, parce que les jeunes ont commencé à dire depuis quelques années aux politiques, si les politiques ne s'occupent pas de nous, nous on s'occupera des politiques. Les jeunes ont commencé de plus en plus à dire que tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes et contre les jeunes. Donc, il faut qu'ils soient impliqués dans tout le processus. Ce n'est pas une question d'acquis, mais c'est une manière de dire que nous voulons participer, nous avons les capacités de participation. Et moi, la lecture que j'ai, par exemple, avec ces questions de migration qui ont bouleversé ces dernières années tous nos pays, des pays du Nord comme pays du Sud, alors que pendant des années, en tant qu'institution s'occupant des questions de jeunesse, nous avons voulu inscrire la migration parmi les préoccupations, les politiques publiques de jeunesse pour qu'on s'entende avec nos pays partenaires, les pays de départ comme les pays d'arrivée, pour dire, écoutez, ayons une politique commune. Les jeunes, quand ils ont vu que ça ne va pas, eux, ils ont passé à l'action. Ils ont décidé, vous ne voulez pas qu'on aille, on ira. Ça a créé C'était un message très fort où ils bravent tout pour dire que nous, on ne va pas rester les bras croisés et dire que nous restons ici, chez nous, souffrir, mourir, alors que nous pouvons nous réaliser ailleurs. Donc, avec les jeunes, ce potentiel-là, les politiques publiques, en tout cas au niveau de la francophonie, nous avons un ensemble de programmes pour harmoniser les politiques, faire les priorités, mettre les jeunes et les femmes au centre des préoccupations. En tout cas, c'est la philosophie de Madame la secrétaire générale et elle ne cesse de clamer ça haut. Et à cela, elle ajoute ce qui est numérique. Et parlant du numérique, ce qui nous étonne, c'est la capacité d'appropriation de la jeunesse africaine de cet outil qui semble être très nouveau. Nous autres anciens, nous autres les aînés, peut-être ça nous dépasse, mais les jeunes vite s'en approprient, ils ne se sentent pas étrangers et ils démontrent leur capacité d'innovation, de créativité, comme si c'est avec eux. Par contre, nous les anciens, qui souvent, ils nous apprennent. Et ça, c'est des informations qui doivent nous amener à dire qu'il y a du potentiel. C'est pourquoi, quand on parle de la démographie, moi, je crois qu'il y a aussi de l'espoir.
Et je vais parler de cette capacité d'ouverture et de tolérance. Ils sont ouverts, ils partagent. Quand ils se retrouvent dans des forats, dans de grandes rencontres avec ceux des autres continents, vraiment, c'est sans complexe qu'ils se démontrent avec leur créativité, leur capacité d'intégration et aussi leur capacité d'apporter leur vue. Et maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est la dimension culturelle, l'appropriation de certaines de nos valeurs culturelles. C'est ça le point qui nous préoccupe en termes d'appropriation, de protection, pour qu'il n'y ait pas cette tendance à délaisser certaines de nos valeurs pour penser qu'ils doivent, alors qu'ils peuvent combiner, il faut toujours regarder de l'autre côté. Et nous pensons que pour nous, l'avenir de beaucoup de nos valeurs africaines avec lesquelles nous avons grandi, qui nous ont forgé, même s'il y a certaines valeurs, certaines pratiques qui ne sont pas bonnes, c'est à travers les jeunes. C'est les jeunes qui peuvent porter, peut-être, je ne veux pas dire moderniser nos valeurs traditionnelles, mais quand même pouvoir utiliser certaines des valeurs pour leur montrer que c'est des valeurs universelles, oui. C'est des valeurs qui vont être pérennes et l'avenir de la dimension culturelle, des valeurs culturelles africaines doit être enseigné. C'est à travers l'enseignement, l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, surtout des filles. Et je partage tout ce que vous avez dit sur la femme. Elle est aussi gardienne de valeurs. Elle est l'éducatrice, puisqu'elle enseigne, comme vous avez dit, enseigner une fille, c'est enseigner toute une nation. Mais au niveau des valeurs culturelles traditionnelles aussi, on leur reconnaît cette capacité d'enseigner, d'éduquer, de tolérer. Et merci beaucoup, monsieur Bourama-Ali. Par rapport à ce que vous dites, Claire René, quand vous entendez le secrétaire général de la Confégès, donc Bourama-Ali, parler ainsi de la culture, des valeurs, effectivement, cette appropriation, et ça va au-delà, en fait. C'est cette Afrique ancestrale qu'on retrouve certainement encore dans les villages lointains en Afrique, mais il y a un tel développement, mais ce n'est pas un développement basé d'ailleurs sur l'Afrique profonde, c'est un développement, si on parle effectivement de l'architecture, tout le reste. Quand on va dans les grandes capitales en Afrique, on a l'impression d'être dans n'importe quelle capitale d'un pays occidental. Là aussi, ça fait partie de la culture, de la tradition, effectivement, du modèle africain qu'il faut nécessairement conserver. Et j'ai pour habitude de dire qu'il ne faut pas singer l'Occident. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et justement, quand M. Bourama-Ali, je suis contente de l'entendre dire ça, quand il dit qu'il faut que les jeunes puissent s'approprier justement leur culture, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons organisé donc, pour cette première édition le mois de l'histoire des Noirs, donc avec sa nouvelle appellation, le mois de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora pour l'année prochaine. Mais en 2020, on a rencontré effectivement des populations diverses et on a pu discuter pour cette appropriation de qui nous sommes, connaître notre histoire. Et on remercie Marie d'avoir participé à cette dernière semaine avec nous au Bénin pour cette première édition, alors que ça fait 50 ans que ça existe. Ça fait 50 ans que ça existe aux États-Unis. On a l'impression que est-ce qu'on a réellement besoin d'une étude pour bien se rendre compte que la diaspora est beaucoup plus sensible justement à ces questions de cette Afrique profonde, ce retour aux sources, cette ancestralité africaine. C'est important. Comment vous vivez ça, vous qui êtes en Europe, Claire? Mais en fait, ce que disait Bourama est essentiel. Il a parlé de tout ce qui nous structure en tant qu'être humain, évidemment l'apport de la mère et toute notre culture. Moi, je me rappelle que mon papa disait, si tu ne sais pas où tu vas, il faut te souvenir d'où tu viens. Et sans savoir exactement quelles sont nos valeurs, d'où on vient, comment on a été construit, d'où viennent nos parents, etc., on ne peut pas avancer. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Même si on est en Europe, que ce soit à Londres où je suis ou à Paris ou ailleurs, c'est absolument important de cultiver
ce qui fait notre différence, c'est un mot qui est beaucoup revenu quand M. Bourama parlait, il parlait de différence, du vivre ensemble, mais c'est ça aussi. Avant de vivre avec l'autre, il faut d'abord savoir ce qu'on est et ce qu'on a apporté, comme disait Senghor, pour être toujours au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, connaître sa culture, connaître ses origines, c'est très, très bien. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'une des solutions pour notre jeunesse notamment, c'est que nous-mêmes, Africains, nous écrivions, nous racontons notre histoire. Notre bonheur et notre malheur à la fois, c'est qu'on est, nous sommes des sociétés de l'oralité. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, qui se racontent, qui se transmettent. Mais aussi, ça se transmet sans s'écrire. Et là, on perd des valeurs importantes. C'est pour ça que moi, il y a 12 ans, j'avais écrit un livre. Alors, pour ça, c'est vraiment autour des valeurs culturelles, qui s'appelait Élégances africaines, tissus traditionnels et modes contemporaines, où je racontais l'histoire du peuple africain à travers son textile. Et je racontais que oui, notre histoire n'était pas comme celle des Européens écrite sur des parchemins, mais elle était écrite sur nos tissus. Un Camerounais pouvait vous raconter ce qui était sur un DOP, de la même manière qu'un Ivoirien peut vous raconter ce que raconte un Korogo, un Malien peut vous raconter ce qu'il y a un Bogolan, etc. Au Sénégal, on a le Rabat, etc. Tout ce sont de véritables langages visuels qui ont une très belle histoire pour qui se l'a décrypté. Donc oui, la culture, pour moi, ça a toujours été au centre de tout et au centre de l'être. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de dire, Claire, parce que nous sommes en train de monter la conférence des ONG de la francophonie. Nous sommes en train de monter, et ce serait très intéressant qu'on puisse avoir effectivement votre contribution. Nous sommes en train de monter un événement qui se tiendra dans le cadre du sommet de la francophonie, qui devait se tenir au mois de décembre à Tunis, mais qui est reporté à une date ultérieure à cause du Covid, et où, en fait, c'est l'identité, le tissage, une identité à préserver. Le tissage, un patrimoine à préserver. Et ça fait partie de mes préoccupations, parce que très, très souvent, on ne fait pas attention à ce patrimoine qui est fragile, parce que, évidemment, la Chine est en train de copier de manière éhontée hein, cette identité, sans que nous ayons pu mettre des patentes, comme tout le monde fait des patentes. Nous, on n'a pas mis de patente sur le Bogolan, sur le pain tissé du Sénégal, sur le pain tissé du Cameroun. Et pourtant, tout ça, quand on le met, on sait, ah, ça vient du Sénégal. Ah, on parle bien du tissu écossais, le tissu écossais, absolument, parce que ça venait d'Écosse. Donc, je pense que c'est très important et c'est pour cette raison que nous avons poussé le collectif en tant que patrimoine, promotion du patrimoine, et vu que j'avais organisé ici au Canada, du temps où j'étais directrice du bureau de l'UNESCO ici, un grand événement sur 2 semaines intitulé Tissage et métissage. Et où effectivement le tissage a été considéré comme une identité à préserver, un patrimoine absolument précieux à préserver. Et vraiment, Claire, je pense que Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Après cela, nous aurons à en discuter par rapport à ce projet-là du tissage, une identité et un patrimoine à préserver. Avec plaisir. Merci beaucoup donc, pour ces riches discussions. Monsieur Souleymane Abdallah, je vais vous solliciter encore, hein, puisque vous êtes dans le fief, là où il faut. Moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait des centres de l'identité, de la culture africaine, tout comme on voit ces centres de francophonie un peu partout. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des centres d'identité, de culture africaine un peu partout, dans tous les pays, pour que nous puissions vivre pleinement notre africanité avec les Africains de façon générale, les Africains du continent, les Africains de la diaspora et les afrodescendants qui expriment cette envie du retour, cette envie qui est de plus en plus présente. Et ces centres-là ont raison d'être. Comme ça, on n'a rien contre la francophonie. Je n'ai rien, je ne veux certainement pas contrarier Marie ici présente, mais ceci qui est notre fil rouge. Mais j'appelle de mes voeux qu'il y ait vraiment des centres
des centres de l'identité et de la culture africaine, qu'on parle de ça, quand on parle de Bogolan, quand on parle de tous ces tissus avec ces messages, ce dont Claire parlait, que ça puisse s'organiser dans le cadre de ces centres africains et non pas francophones. Oui, vous avez raison de le préciser. D'ailleurs, les autres intervenants n'ont pas manqué de souligner le rôle absolument central de la culture qui n'est pas à négliger. C'est Chinois Achebe qui disait, et je crois que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire de la chasse continuera toujours à glorifier les chasseurs. Donc, il est grand temps que nous nous approprions en tant qu'Africains notre propre histoire. Et que ça puisse être raconté par nous avec notre regard. C'est ça qu'on a essayé de faire. C'est ce que nous avons fait dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, au Bénin particulièrement. On salue d'ailleurs le maire d'Abomey-Calavi, M. Georges Bada, qui certainement, on a ces gens qui regardent ce rendez-vous aujourd'hui dans le cadre de cette journée mondiale de l'Afrique. Oui, il faut vraiment que nous puissions avoir un regard africain avec l'apport des afrodescendants, le regard des afrodescendants, et qu'on arrête de nous servir effectivement le regard des autres à travers des structures qui ne nous sont pas propres et qui véhiculent tout un schéma, parce que ce n'est pas que la langue française que ça véhicule, ces affaires-là, c'est tout le schéma avec, à tel point que le jeune francophone africain qui parle français, on a l'impression qu'il n'est plus africain, il est juste occidental. Ça pose un problème de société. Monsieur Bourama Ali, cette jeunesse africaine justement dont vous êtes en charge, dont vous avez la responsabilité, c'est tous ces schémas de pensée qu'il faut remettre à l'africaine avec notre propre africanité et non pas basé sur des schémas qui ne sont pas les nôtres. Voilà ma doléance. Oui, je ne manquerai pas de dire qu'effectivement, dans toute la stratégie, encore une fois, la secrétaire générale pensant que jeunesse, jeunes, femmes, numérique, mais il dit qu'il y a un filon rouge qui est aussi l'éducation. L'éducation dans tous les sens. L'éducation formelle, informelle, non formelle, autant desquelles les jeunes vont apprendre. Racontez par nous. Il y a des millions de spécialistes africains partout dans le monde. Et je vais revenir sur le rôle des aînés. Je sais que vous travaillez beaucoup sur ça. Ma grande sœur Marie est Tout à fait, tout à fait. Beaucoup sur ça. On est convaincu que les aînés, les parents ont un grand rôle dans l'éducation. Et comme certains auteurs l'ont dit, et l'éducation, chez nous, ce n'est pas seulement à l'école. L'éducation, ce n'est pas une seule personne. Toute la communauté, toute la société éduque, surtout les enfants. C'est ça que ça se passait dans les cercles de famille. Voilà. Sous le baobab, sous le manguier. Sous le baobab, etc., etc. Moi, par exemple, je suis né au Ghana. Je n'ai pas grandi là-bas. Mes parents m'ont envoyé au Niger suivre l'éducation auprès d'une autre famille que je considère d'emblée comme ma famille. Je suis intégré et ça m'a préparé déjà à aller partout. Partout où je me retrouve, je me sens éduqué avec beaucoup de valeurs, avec une maman, une tutrice qui est malienne, un tuteur qui est ceci, cela, et vraiment c'est un ensemble de valeurs qu'il y a actuellement. Et c'est ça qui constitue effectivement les valeurs africaines. Monsieur Souleymane, et la diversité. Oui. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Donner les moyens effectivement aux structures qu'il faut pour permettre cette éducation africaine pour qu'on puisse garder cette africanité, ce qui fait notre force, ce qui fait notre richesse. Absolument. Et un point positif, je pense qu'il faut noter dans ce domaine-là, c'est l'appropriation par la jeunesse africaine des outils numériques, de l'Internet et l'utilisation qui est en train d'en être faite. Je pense que ça augure des bonnes choses, des bonnes perspectives en termes donc d'appropriation de la culture africaine et de sa connaissance au sens large. Maintenant, l'usage qui en est fait par la jeunesse africaine des réseaux sociaux. Et un autre aspect aussi que Mariam Fall avait évoqué qui est très important, c'est les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle. Notre culture est tellement riche, mais comme
on n'a pas trop l'habitude de mettre des patentes ou de droits de propriété intellectuelle sur certaines de nos productions artistiques, sur certaines de nos productions culturelles. On assiste plus ou moins à une sorte de pillage de ces productions-là par des forces extérieures au continent. Donc, il est grand temps de se dire qu'il faut protéger nos savoirs endogènes, qu'il faut protéger notre culture, nos valeurs immatérielles, bien sûr, par des droits de propriété intellectuelle et les faire respecter comme tels. Je pense que c'est un aspect très important également. Et les diffuser, et les protéger, bien sûr, mais les diffuser aussi n'est pas. C'est justement ce devoir de transmission. Tout ce patrimoine immatériel doit se transmettre à la jeune génération. Et puisqu'on parle de numérisation, puisqu'on parle de nouvelles technologies, Claire René, quand vous entendez effectivement donc tous ces échanges que nous avons, quel est le vœu que vous faites et que vous formulez, puisque vous êtes très active aussi, quel est le vœu que vous formulez pour toute cette jeunesse africaine qui nous regarde? Justement, quelle est conscience et de la valeur de ces anciens, de la contribution que l'Afrique a dans l'histoire, quelle est conscience du fait qu'elle n'a pas besoin de quitter son pays, son continent comme ils disent, pour se chercher, qu'on peut, avec tout l'argent que l'on met parfois que l'on donne aux passeurs pour aller en Europe, si cet argent-là, on le mettait pour créer des petites structures familiales, les jeunes n'auraient pas besoin de partir. Donc, vraiment, quel est l'espoir, quelle est confiance en elle et au fait que tout est possible sur le continent africain. Si les Russes viennent en Afrique, si les Chinois viennent en Afrique, si les Européens ne quittent pas l'Afrique, c'est bien parce qu'il y a tout là-bas. On a tout, on a des idées. Et avant, on disait on n'a pas de pétrole. Bah si, on commence même à en trouver dans des endroits où il n'y en avait pas. Donc, du coup, il y a vraiment tout à faire chez nous. Mais il faut qu'on puisse mettre des structures dont on parlait tout à l'heure pour les soutenir. Il faut une bonne gouvernance, mais il faut que ces jeunes-là aient envie de rester dans leur pays parce que ils ont cette énergie qui est propre à la jeunesse. Ils ont les matières premières de l'Afrique, ils ont les idées, ils ont tout pour réussir et être heureux chez eux. Merci infiniment pour cette discussion. Merci beaucoup Claire René, merci beaucoup Bourama Ali, merci beaucoup Suleiman Abdallah. On va retrouver Marie dans un instant. Merci pour ce moment que vous avez bien voulu partager avec nous en ce lundi 25, journée mondiale, en ce lundi 25 mai, cette journée mondiale de l'Afrique. On vous dit à très bientôt, on reste en contact, on reste connecté. Et puis l'Afrique est belle, l'Afrique est tellement belle, l'Afrique est tellement belle.